Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis qu'on retrouve sur les applications disponibles les plus populaires. Vous allez retrouver Parents et amis sans problème. Et toujours gillesparent.com si vous voulez nous écrire. Il est possible de le faire très simplement, soit justement par écrit ou encore oralement, sans aucun problème. Vous savez que depuis toujours, je sollicite mes nombreux auditeurs et auditrices afin qu'ils fassent aller leur clavier et leur contact pour nous présenter des gens qui sont partis loin de chez eux pour vivre l'ailleurs assez intensément. Mon invité aujourd'hui est un gars de Québec qui vit maintenant au Mexique depuis 6 ans. Je l'ai croisé à la radio car il est un gars de médias depuis plus de 30 ans. Son aventure aura lui aussi été provoquée par la pandémie d'une certaine façon. Carl Collin, bonjour. Bonjour Gilles Parent. Comment ça va? Ça va très bien, merci. On ne s'est pas parlé tant souvent, mais tu sais, je connais ton nom, tu connais mon nom, on s'est vu, on a fait de la radio, probablement qu'on s'est croisés, même à l'époque, il y a une trentaine d'années. Et quand j'ai regardé l'ensemble des vidéos qui te mettent en vedette, parce que tu fais de la télé aussi pas mal. Non, mais là, j'ai dit, ben oui, je connais ce gars-là, beau bonhomme. Il devait pogner certainement avec la jante féminine. Oui, il y a moins de cheveux aujourd'hui. Oh, on a tous perdu quelques affaires au fil du temps, c'est sûr. Ça va bien, toi? Ça va très, très bien. Très, très bien. Franchement, là, tout roule. Au moment où on se parle, là, on est le 31 mars, puis ici, il pleut, il y a de la pluie verglaçante. Toi, t'endures quoi, mettons, au Mexique, là? Ben, je me demandais si le son de mon air climatisé allait nuire à l'enregistrement. Je sais pas si ça répond à ta question. T'es pas correct. Ah, c'est plus 30 que 17, c'est ça, je comprends? Ah, on doit avoir à peu près à 27 aujourd'hui. OK. Bon, on va faire... excuse-moi, mais en fait, c'est le beau temps qui commence. C'est le vrai beau temps de l'année qui commence ici au Mexique. C'est quoi l'hiver, mettons, genre? Ici, c'est l'été qu'on rêve chez nous. OK. Mais mettons, décembre, janvier, c'est quoi, août? 21, 22. C'est quand même pas si mal, hein? Non, c'est très bien. Mais c'est parce que ce qui est intéressant, c'est, bon, le jour à 21, 22, avec un beau soleil, pas trop de vent, c'est tout à fait agréable. Mais la nuit, ça ne descend pas à 2, là. Ça descend à 16, c'est ça, 14, 15. Tu sors d'un restaurant à 9 h le soir, tu peux être en t-shirt pareil. Voyons donc. On passe l'hiver en gougoune. Donc, tu vis à temps plein au Mexique, mais la dernière fois que je t'avais entendu parler et que j'ai entendu parler de toi, tu travaillais à Chic FM sur Énergie. Ça fait quelques années. On remonte, là. Ben, on remonte, mais ça, c'est quand Chic avait ouvert, avait fait la transition avec le réseau Dance Music, la première station du réseau. Il y avait CKMF à Montréal. Ben oui. Ensuite, il y a eu Simo à Sherbrooke. Douglas, Coco, Léopold, c'est ce temps-là, c'est dans le fond? Douglas, à Montréal, vers la fin. C'était la fin. C'est surtout, à ce moment-là, c'était Guy Aubry. Guy Aubry, OK. C'est Régent Villeneuve qui était directeur des programmes, si je me souviens bien. Complètement. Oui, c'est des noms que je connais. Dans le cas de Villeneuve, il était l'agent de... Stéphane Rousseau. Stéphane Rousseau pendant un bon bout de temps. Puis je l'avais croisé aussi à l'époque. On a quand même fait 11 ans à Énergie à l'époque. Mais bon, j'ai pas été très longtemps, moi, à Énergie. J'étais là à peu près 6 mois. Okay. Tu les as fait fermer, non? C'est des blagues. Non, mais c'est parce Avant votre arrivée. Non, c'est ça. C'est parce que moi, j'étais à CKCV, puis j'ai dit, j'ai au moins fait fermer un poste à CKCV, parce qu'ils ont fermé après, mais c'est comme si c'était juste moi, mais il y en a quelques-uns des plus vieux qui ont déjà travaillé à CKCV, que la majorité des gens qui nous entendent, si ont 60 ans et plus, savent c'est quoi, mais en dehors de ça, là, mettons que... Alors, Padé Pedneau. Et Colin de notre ami Padé. Ah oui, au sport. Ah oui, c'est quelque chose. On fait notre âge. Mais c'est correct. Le podcast va permettre ça, c'est sûr. Puis, dans le fond, faut, comme les gens nous entendent, de dire expat, Mexique, gars de Québec, c'est qu'il fait là au Mexique. Alors, raconte-moi pourquoi tu t'es ramassé au Mexique et qu'est-ce que tu fais? Bon. Premièrement, j'avais depuis longtemps l'idée de vivre dans un pays chaud. L'hiver, j'en avais mon casse depuis déjà longtemps. Ça t'a pas là, j'avais 20-25 ans peut-être, je commençais à y penser. Mm-hmm. Sauf que je ne savais pas trop comment j'allais organiser ça. Et puis, il n'était pas question de le faire dans ces âges-là non plus. Mais c'était un objectif que j'avais depuis longtemps. Pourtant, je suis un skieur. J'ai enseigné le ski. J'ai skié au Mont-Saint-Anne avec mes parents. On avait des billets de saison. L'hiver, on l'a vécu, là. Mais à un moment donné, j'avais envie de savoir qu'est-ce que c'était que de vivre en été. Une saison que j'ai toujours adorée, que j'ai toujours trouvée trop courte chez nous. C'est vrai.
du mois de juin au mois de septembre. Déjà fin septembre, pour commencer à se couvrir un peu. Et puis là, c'est parti pour 7-8 mois ensuite de température qui ne nous permettent pas d'apprécier l'extérieur. Moi, j'aime vivre à l'extérieur. OK. Alors, c'est ce que le Mexique me permet de faire. J'ai eu une opportunité, donc, en 2018, de commencer si tu veux, à y aller un peu plus mollo au niveau du travail. Puis je me suis dit, cet hiver, je m'en vais à Cuba, traverser l'île de Cuba en vélo. OK. C'était mon... T'es plutôt moi, sportif, je comprends bien. Oui, j'ai fait des marathons. OK. Je me suis toujours entraîné, cardio. Okay. Encore aujourd'hui, c'est presque tous les jours. Ça fait partie de ma routine de vie. Et au moment où je commençais à faire des réservations presque prêt à partir, j'avais prévu passer 1 mois et demi à raison de 50 kilos par jour. Pas rien de compliqué, question de bien vivre l'endroit. Okay. J'ai un ami qui était ici, moi je suis du côté de Mazatlan au Mexique, dans l'État du Sinaloa. Et j'avais, qui me parle un peu de l'endroit. Lui vivait sur une île qui est pas loin de la ville. Là, ça commence à me parler, une île. Il me parle de plages désertes, peu habitées, un espèce de rêve qu'on a peut-être un peu tous qui commence à se placer dans ma tête. Je me dis, coudonc, je vais aller faire un tour, je vais aller voir. Si j'aime pas, je me fais shipper mon vélo à Cuba dans 1 mois, puis je vais aller faire le plan initial. Finalement, je suis arrivé ici. Ça n'a pas pris 1 semaine ou 2 que j'ai renouvelé mon condominium que j'avais loué pour encore quelques mois. Puis, si je suis reparti au Québec au mois d'avril, parce que je suis arrivé en novembre, c'était pour mieux revenir le novembre suivant. Et depuis ce temps-là, c'était 2019, à ce moment-là, je n'ai pas quitté. Je ne suis pas reparti depuis. Est-ce que c'est ça la grosse décision? Parce que la plupart des gens qui vont dans le sud, qui vont en Arizona ou en Floride, ils font 6 mois pour les assurances, je me dis tout le temps, la personne qui traverse le 6 mois et qui reste là tout le temps, c'est ça la décision administrative, personnelle, implicative la plus importante? Ça, c'est une très bonne question, Gilles, parce que ça a été une grande réflexion chez moi. Quand je suis revenu, donc, en 2019, la pandémie, en mars 2020, il reste encore 1 mois et demi à mon visa, parce que c'est comme tu le disais, c'est un visa de 6 mois, 180 jours. Et ce qui est arrivé, c'est que les vols ont été annulés. On a été pris pour rester quelques-uns. D'autres avaient quitté plus précipitamment un peu avant, avaient réussi à s'en sortir. Moi, j'étais dans un avion à Mexico. Les moteurs tournent et le vol s'annule. Arrête. Alors là, tu te dis, on est sûr de sur partir, le tarmac, parfait, t'es on sûr va que tu rentrer pars, chez nous. Oui. Pardon? T'es sûr que tu pars, t'es sur le tarmac. Oui, certain. Les moteurs tournent, les interrupteurs sont arrêtés. Tout à coup, tout s'arrête. On nous informe que le vol est annulé. Mais non seulement le vol était annulé, mais tous les vols cette journée-là, peu importe la direction, ont été annulés d'un coup. L'aéroport du Mexique, c'est un des plus gros au monde. C'était une folie furieuse pour essayer de peut-être booker quelque chose pour le lendemain. On passe au desk, au bureau du transporteur aérien. On se fait booker quelque chose pour le lendemain, qui est annulé 1 heure après. En tout cas, c'était la folie furieuse. Il a fallu que je trouve un moyen, moi, pour revenir à Mazatlan. C'était une connexion à Mexico que j'avais. Mon vol de Mazatlan à Mexico, c'était bien fait. Mais rendu là, je suis un peu fourré. Excusez le terme. Non, vas-y, je ne sais pas trop quoi faire. Les autobus ne fonctionnent pas, les avions ne fonctionnent pas. Et le propriétaire de l'endroit que je louais m'avait bien assuré que s'il y avait quelque chose, que je pouvais revenir, qu'il allait me prêter l'appartement sans frais, question de se revirer de bord. Alors, c'était une belle relation que j'avais avec lui. Ça fait que j'avais ça en tête. Je me suis dit, il faut que je retourne à Mazatlan. Quand même 5 heures une dizaine d'heures de route entre Mexico et Mazatlan. Comment je m'y prends? Alors, j'ai loué un véhicule et je me suis débrouillé, puis je suis revenu. Alors, les semaines passent, pas tant de semaines comme telles, mais 2-3 semaines où, tu te souviens de la pandémie, ça s'est vécu ici aussi, tout est fermé, il n'y a absolument aucun restaurant, aucune boutique, aucun magasin d'ouvert, quelques trucs de base dont on n'a pas le choix. Et sur cette île-là, alors c'est un paysage vraiment là qu'on ne risque pas de revoir, c'est-à-dire que quand tu vois une plage qui est animée et qui du jour au lendemain est vide, mais non seulement est vide, il n'y a aucun
pas dans le sable. Il y a aucun... Zéro. Le sable, c'est lunaire, là. OK, Tu sais, bon Dieu. c'est vraiment magnifique dans ce sens-là. Mais en plus de ça, toutes les chaises, les tables, les restaurants de plage, c'est des restaurants qui sont les tables dans le sable, les gens s'installent pieds nus. Un petit poisson, un petit poisson avec des bière. palapas, c'est pas des restaurants intérieurs. Alors, il n'y a plus rien pendant des semaines. Et ce que ça fait, ben ça t'amène à réfléchir parce que tu te retrouves seul avec toi-même, puis tu te dis, bon, là, les vols, ça ne revient pas comme j'aurais pensé. Ça fait déjà 3 semaines. Difficile d'avoir des vols. Il y a bien sûr des organisations. Le Canada offre des vols ici et là, mais ce n'est pas évident. Puis en même temps, il y a quelque chose qui me dit saute sur l'opportunité. Et voilà ta chance. Lave-la. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? D'abord, qu'est-ce qui m'empêche de prendre la décision de ne pas repartir? Tu n'avais pas 8 enfants, 3 femmes qui t'attendent? T'étais-tu pas si mal? Okay. Non, j'étais célibataire. OK. Mais ça, j'ai c'est 2 plus simple. enfants qui, à ce moment-là, avaient 20 puis 22 ans. Oh mon Dieu, ben oui, je comprends. On s'entend que c'est deux grands gars qui sont déjà organisés dans la vie, qui travaillent, qui ont leur blonde, un sur son condo, etc. Alors, le besoin de papa, là, il n'est pas comme s'il y avait 12-13 ans. Là, évidemment que j'aurais pas hésité, c'est autre chose. tout ce qu'il fallait pour revenir. Il devait être content, d'ailleurs, que tu vives quelque chose d'exceptionnel de même. Oui, puis ils en ont été témoins quand ils sont venus. Ils l'ont partagé, ben oui. Ils savent ce que c'est. Ben oui. Alors, là, je me dis, parce que financièrement, il fallait que j'y pense. Là. Il fallait que je commence à organiser quelque chose pour entretenir ce que j'avais déjà, pour ne pas passer à travers ce que j'avais. Puis, je ne suis pas millionnaire, alors on s'installe ailleurs. Puis, Carl, quand tu n'as pas d'entrée d'argent, ça sort vite, là. Ben oui, c'est sûr, exactement. Et puis, tu vois ça descendre, moi, ça m'insécurise, ça ne m'intéresse pas. Par contre, moi, j'ai toujours une carte à mon arc, Gilles, c'est que je joue du piano-bar. Alors, de temps en temps, je m'installe, puis... Alors, je me suis dit, si je n'ai rien pendant un certain temps, et je me disais que j'allais trouver quelque chose en ligne, je suis toujours été débrouillard, je me dis, au pire, je pourrais aller dans des restos, donner mon nom, puis arriver avec mon petit clavier, m'installer avec mes haut-parleurs, puis être capable de survivre un certain temps. Tu as un petit salaire, puis tu as des pourboires, fait que tu es capable de broder un peu. Oui, c'est ça. Puis ici, le coût de la vie est tellement différent de chez nous qu'avec un minimum, on réussit à créer un maximum pas un maximum, mais quand même une bonne qualité de vie. Okay. Correct. Pour une période de transition où tu te dis, là, ça y est, je coupe les ponts et je m'installe. La question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Et la réponse a été, j'ai peur. Évidemment, tu as un inconnu devant toi. Mais peur de quoi? Et là, je commence à trouver des solutions. Et là, je me suis dit, arrête d'avoir peur, d'avoir peur. Et c'est ça qui a été l'élément déclencheur. Tu as peur d'avoir peur, c'est un gros frein dans la vie. Puis en même temps, tu t'es dit, j'ai la santé, je ne suis pas très vieux, j'ai l'âge, j'ai un peu d'argent de côté, je suis multitalent, je suis capable de trouver quelque chose. Fait que, moi, il faut que tu te fasses confiance. Exactement. Et puis le fait d'avoir peur, comme tu dis, et effectivement, c'est ce qui bloque. Alors ça a ouvert la porte complètement. Et je me suis dit, OK, je ne regarde plus derrière, je réalise ce rêve que j'avais depuis longtemps, de m'installer dans le Sud. Et puis, si jamais, dans quelques temps, ça ne fonctionne pas, je peux toujours retourner au Québec. Je suis toujours citoyen canadien. As-tu hésité à ce moment-là, quand tu dis, OK, je fonce, je le fais, as-tu hésité sur l'endroit, sur la ville, sur le secteur, sur le pays même? Tu dis, est-ce que c'est ici qu'il faut que je fasse ça? As-tu un sentiment, une intuition que c'était correct, tu es à la bonne place? Oui, ça, c'est important. Exactement. Après une période un premier 6 mois l'année précédente et un autre 4 mois ou 3 et demi rendu là, si j'y suis retourné avec le même objectif qui était de revenir au Québec en avril la deuxième fois, mais si j'y suis retourné, c'est parce que je me sentais bien. Je me sentais bien non seulement dans l'environnement parce qu'on habitait sur la plage à ce moment-là. Maintenant, j'ai emménagé en ville. Mais pendant 5 ans et demi, j'avais un petit loft très sympathique, très confortable avec tout ce qu'il fallait, une connexion Internet de la mort, là, on est loin de Cuba, tout ce qu'il me fallait donc pour fonctionner, et les 2 pieds dans le sable avec une vue de rêve, une plage de 30 km sauvage, de palmiers, de sable et de mer. Moi qui est un jogger qui va courir tous les jours, c'était Jogging Paradise, excusez l'anglicisme. Oui. Alors, j'ai vu là-dedans une espèce d'immersion dans un environnement
que je ne connaissais pas du tout, dans le sens où ce qu'on vit au Québec, moi j'étais à Valleyfield à ce moment-là, malgré tout que c'est une ville un peu en retrait de Montréal, il y a un rythme, il y a un stress de vie que tous les gens vivent. Et d'être installé là-bas et de vivre un peu de noix de coco et de bière froide. C'est assez facile de convaincre. Ça ne règle pas tout, là, mais disons que... Est-ce que dès le départ, ça a été ton projet de faire des nouvelles puis de la radio, puis tout ça, ou c'est venu après? Parce que c'est ça que tu fais aujourd'hui, c'est de ça que tu vis, c'est ton activité principale. Mais quand tu commences, il y a 5-6 ans, est-ce que tu bamboches un peu avant? Ou? Ça s'est passé assez vite. Je ne sais pas si c'est un phénomène qui est courant à tous ceux qui prennent de grandes décisions, mais à un moment donné, les étoiles s'alignent, Gilles. OK. Et il arrive des choses. Raconte-moi ça. On dirait que tu te mets dans un état d'esprit où ça doit fonctionner, où tu te fais confiance et tu dégages peut-être une espèce de vibration qui se transmet à travers tes contacts, à travers ta famille, à travers tes amis. Et il se passe des choses. Je reçois un appel peut-être 2 semaines après. D'abord, il faut juste que je te précise une chose, c'est que le visa, à ce moment-là, moi, quand je suis ici, on est rendu en avril, mon visa se termine. Oh! Alors, il est même échu. Et tout à coup, le Mexique, via son département de l'immigration, offre à ceux qui sont restés pris ici une résidence automatique. Arrête. C'est un... Tu sais, quand tu dis que les un cadeau du étoiles ciel, s'alignent, oui, un cadeau du ciel. alors tu dis, je prends la décision, il arrivera ce qui arrivera, mon visa, je vais m'arranger, je ne sais pas encore, tout à coup, bang, on me donne une résidence. Tiens, Carl, c'est réglé. Une résidence, c'est un permis de vivre ici, là. J'ai plus besoin de visa avec ça. Donc, quelques jours après, je parle avec un ami, Nicolas Deslauriers de la radio CNV, une des premières radios Internet, un pionnier dans son genre, qui me dit « J'aurais besoin de quelqu'un pour faire mes nouvelles. » Des bulletins d'1 minute et demie, 2 minutes, de nouvelles générales, de sport, un petit bloc météo. Tu m'envoies ça par AnyDesk, un logiciel qui nous permet d'aller placer nos choses à distance. Puis je commence ça tranquillement. Ça me donne un petit salaire. Et c'est là que je me suis dit, NTR n'existe plus. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'était une nouvelle téléradio. C'était un réseau qui était disponible pour des stations de radio qui ne voulaient pas investir dans une salle de nouvelles, qui a duré pendant très, très longtemps. Oh oui. La presse canadienne chapeautait ça. Je sais que oui, oui, mais en même temps, c'est intéressant de savoir pour les gens que c'était pour à peu près tous les diffuseurs qui n'avaient pas des grands moyens, c'était plus accessible que il y avait tel bec, puis il y avait ça. Moyennant une mensualité, les gens s'abonnaient à ça, puis ils montaient le pot sur la McCready à l'heure, puis les nouvelles NTR commençaient, puis ils enchaînaient avec une pub ou avec une tune. Et le réseau a mis fin à ses activités pour les raisons que j'ignore, sauf que ça m'a ouvert une porte, puis je me suis dit, tant qu'à bâtir des bulletins de nouvelles, pourquoi ne pas les offrir à d'autres stations? Alors, j'ai commencé à monter un site web qui était pour les directeurs de programmes. J'ai envoyé un mailing list avec des démos. J'en avais déjà pas mal parce que ça faisait déjà un mois et demi que je produisais déjà. Et j'ai reçu immédiatement une réponse. La première, je m'en souviens, c'était la station de radio de l'Université de Sherbrooke, CEFAC. OK. Ce qui m'a fait un petit velours parce que je me suis dit que si une université peut reconnaître que mes nouvelles sont à la hauteur, il me semble que ça devrait aider, ça devrait aider à convaincre les autres. CJSO saurait, elle est arrivée par la suite. Et aujourd'hui, on a une dizaine de stations qui jouent nos nouvelles 3 fois par jour ou plus, si besoin, à travers la province. C'est ça que tu fais, dans le fond, aujourd'hui. Alors, moi, je me lève le matin à 6 heures et j'embarque sur une production de bulletins de nouvelles, bulletins de sport et une petite chronique manchette. Mais quand on y pense, tu donnes un service clé en main, dans le fond, parce que l'information, tu apprends en ligne, tu apprends avec des contacts, tout ça, mais c'est ça la réalité. Puis en fait, tu livres ce qu'on te demande. On veut des nouvelles internationales, on veut un peu de sport, un peu d'ici. La météo, souvent, est faite localement, mais tu peux t'ajuster facilement. Les moyens technologiques, d'abord, il y a 2-3 affaires, je veux dire, là-dedans. Oui, c'est faisable, et surtout faisable, juste donner un exemple
aux gens. Quand, par exemple, moi, j'ai fait de la radio en direct à l'époque du Dream Team à Choix, là, en 2002-2003, on avait une machine qui coûtait 5 000 à acheter, puis ça coûtait à peu près, quand on faisait une émission de 3 heures, ça coûtait à peu près 2-3 000. Mais aujourd'hui, c'est plus ça pantoute. Là. Regarde, on se parle présentement de streaming, c'est ça. Ouais, mais tout a changé. Je pense pas que je vous apprends ça, mais il faut juste comprendre que dans les médias, en dedans de 15 ans, ça a viré, comme on dirait en bon québécois, bout pour bout. C'est exactement. Accessible. Il y a 20 ans, j'aurais pas pu faire ça. Impossible. Impossible. Puis l'autre affaire qui t'avantage, qui t'a servi, je dirais, Carl, c'est que tu connaissais un peu le système. Tu connaissais NTR, bon, tu connaissais la presse canadienne, tu connaissais Telbec, tu connaissais tout le système qui existe pour les petites stations. Tu as travaillé un peu partout. Fait que ça t'a permis d'offrir quelque chose qui, si tu avais été là, toi, comme directeur de programme, c'est ce que tu aurais aimé avoir. Donc, dans le fond, tu devais être frappé dans le mille plus souvent qu'autrement. Oui, puis il faut dire que les discussions avec les directeurs de programme se font d'égal à égal. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est du gagnant-gagnant. Moi, c'est très avantageux pour moi d'avoir un client qui s'ouvre et qui dit « OK, on est intéressé par tes nouvelles ». De leur côté, ça leur enlève une épine du pied parce que, sans prétention, on essaie d'offrir un produit qui sonne bien, qui est très professionnel. On va écouter un bulletin. C'est un bulletin récent, d'ailleurs, qu'on est allé chercher, puis ça va donner une idée aux gens de ce que ça peut être. L'essentiel de l'actualité. La mise à jour complète des nouvelles au présent. Aujourd'hui, vendredi 28 mars, bonjour à tous, voici vos informations. Mark Carney n'envisage pas de tendre la main à Donald Trump dans l'espoir de restaurer une relation qui, de toute manière, ne retrouvera jamais son état d'origine. Cette attitude semble partagée par plusieurs dirigeants fédéraux. L'époque où le Canada dépendait largement du marché américain est désormais révolue. La riposte canadienne sera dévoilée ultérieurement une fois que les tarifs imposés par les États-Unis seront précisés et appliqués, soit mardi prochain. François-Philippe Champagne, ministre des Finances, reste quant à lui optimiste. On l'écoute tel qu'entendu sur RDI. On est le seul pays du G7 qui a un accord de libre-échange avec tous les autres pays du G7. Pour ça, moi, je dis, on est sur une base solide. On a les talents chez nous, on a des grandes industries, on fait des automobiles, on fait des... Donc, dans le fond, Carl, tu fais plus que juste un bulletin. Tu vas mettre des extraits tout en soulignant l'origine, la source. Et bon, ça te permet de faire quelque chose qui est professionnel. Oui, totalement. Faut dire aussi que c'est le résultat de 40 ans. Comme tu disais, on a travaillé un peu partout, on s'est promené, on a pris un peu là, on a éliminé ça, on a dit on garde ça, et puis bon, voici. Tu sais, vraiment, le nerf de la guerre dans ce que je fais, c'est d'être le plus professionnel possible, bien évidemment, mais c'est de la rigueur. Puis de l'information, si tu n'as pas une passion déjà pour l'information, ça peut t'emmerder tu n'auras aussi. pas le résultat que vous venez d'entendre. Et je le dis sans prétention, là. Puis la même chose pour Cogeco, la même chose pour Radio-Canada, la même chose pour tous ceux qui font de l'information. Nous, au réseau d'information CNR, ce qui est important, c'est de s'assurer que toutes les nouvelles importantes sont là en faisant un choix, mais aussi en donnant une livraison qui va donner envie de les écouter. Ouais. Ça, c'est pas évident partout. C'est combien de temps tes bulletins, toi? Non, ce que les gens veulent, c'est quelques minutes ou... 4 minutes à peu près. OK. Parce qu'évidemment, on est dans un monde où, tu sais, un monde où tout va vite. Fait que j'imagine que les autres ont dit des bulletins de 30 minutes, 15 minutes, ça marche plus, là, c'est trop long. Non, non, absolument pas. Puis une autre chose aussi qu'il faut comprendre, puis les clients le comprennent très bien, c'est qu'on n'est pas là pour scooper, on n'est pas là pour avoir l'exclusivité de la nouvelle. La radio n'est plus là pour ça. La radio a changé. L'exclusivité, les scoops, c'est sur Facebook, c'est sur les réseaux sociaux maintenant. Tant mieux si on en a un. Ça nous est arrivé à l'occasion d'en avoir, puis on était très contents. La mentalité radiophonique au niveau des nouvelles n'est plus de pousser pour aller la chercher, la nouvelle. On n'a plus le choix, on n'est plus capable de le faire. Ça a longtemps été ça, et c'était parfait. À l'époque, c'était la radio, la télévision et les journaux le lendemain pour plus de détails pour la nouvelle. Aujourd'hui, le titre est lancé sur Facebook, le titre est lancé sur X, et puis à partir de ça, c'est là que la radio va aller fouiller et va mettre un petit peu de chair alentour de l'os. Mais on essaie d'être le plus proche quand même de la nouvelle comme telle. Mais ça va très vite. Moi, je fais un bulletin à midi, puis j'en fais un autre à 15 heures, et celui de 15 heures est complètement différent de celui de midi. Ça bouge très vite, c'est effectivement. C'est rare que je garde une nouvelle parce qu'elle est encore d'actualité. Ça va tellement vite. Par contre, je te dirais que celui de 15 heures peut aller jusqu'à 11 heures le soir.
Oui, souvent, ça bouge moins. Non, c'est sûr. Ça bouge moins. Et celui du matin, c'est le résumé de la veille. C'est souvent ça. Parce que sinon, la nuit, c'est quoi? C'est des faits divers, puis on n'en fait pas de faits divers. Mais oui, ce que je veux dire, c'est que le questionnement que moi j'aurais, puis je me demande comment toi tu situes là-dedans, pour en avoir parlé avec Alain Crête, que j'avais dans un podcast qui va être, au moment où on enregistre, nous, il n'est pas encore diffusé, mais il va l'être, la carrière de mon chum Alain. On a regardé ça, puis il disait, Gilles, moi je trouve que je suis passé dans le bon temps, dans le sens où tu as vécu ça, tu l'as vécu ce temps-là, Carl, c'est pour ça que je t'en parle. Il y a eu une période, j'expliquais qu'on n'était pas loin de 70 personnes quand je travaillais au FM 93 à l'époque du Zoo. Imagine-toi une station de radio aujourd'hui, quand il y a 12 personnes, c'est énorme. C'est énorme. Oui. Et je rappelais aux gens du Journal de Québec, à part les pigistes et les collaborateurs, je pense qu'il n'y a même pas 10 journalistes au Journal de Québec et au Journal de Montréal. J'ai dit, quoi? Je dis, non, c'est des pigistes. Tu le vois comment la structure est faite. C'est des gens que tu payes, mais c'est moins engageant. Il y a moins de vacances, il y a moins de... Tu comprends? Fait qu'on est d'un monde de médias qui n'arrête pas de couper. Là. Il y a eu 10 000 postes coupés. 10 000 postes coupés au Canada, à Bell Canada, l'année passée. Bell, la compagnie Bell a coupé... c'est une industrie qui est en changement. En mutation totale. Mais sauf que moi, je regarde ce que tu fais, toi, tu es accessible. Tu fais quelque chose qui est un produit direct, qui donne une base de certitude puis d'information dans un format qui est assez simple. Mais Gilles, il faut que tu comprennes une chose. Et tu vois, je m'excuse de te dire ça comme ça, mais il faut comprendre une chose aujourd'hui. C'est que, par exemple, une station de radio qui est mon client, si lui, il n'a pas de sous pour avoir sa salle des nouvelles, c'est parce qu'il n'y a pas 150 000 $ par année pour ça. Puis ça, tu as 2 journalistes à temps plein puis un à temps partiel la fin de semaine. C'est ça que ça coûte. 50 000 par journaliste qui va s'occuper de produire, qui va faire ses montages, qui va faire ses enregistrements, qui va aller sur place. Si un mobile, faut que tu le finances, faut que tu fasses de la promo. On sait c'est quoi? À 50 000 par année, on s'entend-tu que c'est pas un si gros salaire que ça? Non, parce que tu vas travailler 16 jours souvent. Sauf que moi, mon service de nouvelles, il est à 500 $ par mois. Oui, il y a ça aussi. Moi, je ne gagne pas 50 000 par client. Là. Ben non, je comprends. Non, mais toi, dans le fond, ce qui est payant pour toi, c'est d'accumuler. C'est récurrent. C'est ça, le volume. Si tu peux avoir c'est le volume, puis c'est un produit que je fais une fois, puis qui est à 90 % le même partout. C'est-à-dire qu'il y a des signatures de fin de bulletin qui changent, des choses comme ça, mais c'est le même bulletin que j'envoie partout. Alors, moi, je ne suis pas en train de me plaindre en disant que je charge 500 par mois. Au contraire, ça commence à 500 $ par mois. C'est pour avoir l'abonnement, pour faire comprendre que tu peux avoir un bon service de nouvelles. On va être là tout le temps. Tu peux compter sur nous. D'ailleurs, sur notre site web, les commentaires sont dithyrambiques. Puis ça, c'est parce qu'on travaille fort. On les mérite, je t'avoue. Là, encore là, en toute modestie, on est toujours là à travailler avec le plus de professionnalisme possible, avec le désir que tout soit là puis que les auditeurs de chacune de nos stations soient comblés par les nouvelles qu'ils entendent. As-tu déjà envisagé, par exemple, de faire avec quelques collaborateurs un genre de radio-podcast court terme? Moi, parce que j'y ai pensé, mais je n'ai plus la volonté, j'ai plus l'intérêt, puis j'ai peut-être plus la patience, puis j'ai peut-être plus l'énergie pour faire ça. Puis ça me semble que j'ai fait, tu sais, commencé à 17 ans, je disais à mes enfants, je me plains pas, mais j'ai eu des années intenses comme ça se peut pas. Fait que j'ai eu une carrière très, très intense, puis très prolifique, mais jeune, sauf que là, aujourd'hui, j'ai plus le même intérêt, puis j'ai réussi à me ramasser 2-3 piastres pour être capable de ne pas être obligé de travailler comme un fou non plus. Mais il y a des... Mettons que tu prends ta gang, ton système, tu es déjà installé, tu pourrais faire du pseudo-direct, tu sais, mais des émissions à chaque jour. Tout le monde y pense, mais en même temps, souvent, le problème, c'est que ça devient un podcast et non un podcast. Exact. C'est dur de vendre. C'est très difficile à vendre. Puis, une autre chose aussi, je pense que déjà, le podcast, c'est contingenté. À moins d'avoir une idée exceptionnelle ou d'avoir un peu comme toi, Gilles, un nom qui te précède, que les gens vont être intéressés à... Gilles Parent, quelque chose à dire, on va aller l'écouter, on se souvient de lui, une carrière intéressante. Ça aide énormément. Mais malgré tout, je veux juste te dire que c'est ma 6e année et j'ai jamais fait une scène avec ça. Là. Fait que ça, juste pour te ramener au rôle et pâquerettes, c'est très dur à quantifier. Je pourrais me promener avec ma besace, faire le tour et aller chercher une petite commandite à gauche ou à droite, mais d'abord, j'ai pas la volonté de le faire, j'ai pas besoin de le faire, mais je dis... Il y a plusieurs qui se réfèrent à moi en disant j'ai un podcast qui est quand même dans les privés, un des plus écoutés au Québec. Là. Mais en même temps, moi, je fais un par semaine. Puis je leur dis écoutez, sans blague, là, moi, je fais un invité par semaine ou une invitée par semaine. Je vous jure
c'est quelque chose. Fait que si vous embarquez à tous les jours, vous ne ferez pas 3 semaines. C'est vraiment trop exigeant. Puis en même temps, il faut que tu le fasses. Quand tu veux un rendez-vous, tu sais, hein, toi, ton rendez-vous, il est là. Les nouvelles ne sont pas à 12h27, là, sont à midi ou à 3h. Oui. C'est ça. Pas le choix. Pas le choix. Nous autres, on a des deadlines, il faut les respecter parce que sinon, tu sais comment ça marche au niveau du système, c'est le bulletin de la veille qui va jouer. On ne l'a pas écrasé. Ah oui. Mais écoute, ça va jusque-là. Sur un téléphone, c'est pas long. Hey, comment ça que tu qu'est-ce me dis qui se bonne passe? nuit? Mais oui, bonne nuit. Laisse faire la bonne nuit. Non, mais je veux revenons un peu sur toi, mais sur ton intégration, parce que ce côté-là, expat, m'intéresse aussi pas mal. D'abord, l'espagnol, comment l'intégration s'est faite linguistiquement parlant? Bon, d'abord avec beaucoup d'intérêt. Okay. Moi, à partir du moment où j'ai pris la décision de rester ici, c'est parce que j'avais beaucoup de respect pour les Mexicains. Okay. Je trouvais en eux vraiment une chaleur qui me rendait confortable. C'est un peuple qui nous ressemble, c'est un peuple latin, nous aussi. On n'est pas hispanique, mais on est latin aussi. On a le sens de la fête. Je parle des Québécois, là, il y a une grosse différence à faire avec les Canadiens anglais, parce qu'il y en a ici aussi, puis ils sont corrects, là, mais c'est pas la même relation. Non. La barrière de la langue est beaucoup plus difficile pour eux que pour nous, puisque la racine même du français est la même que l'espagnol. Donc, quelqu'un qui a une bonne oreille, et ça passe par le respect, évidemment, de ces gens-là, parce qu'ils vont t'enseigner, et de ne pas avoir peur de faire rire de toi un petit peu aussi. Non, ça c'est se pas peut grave, que tu te trompes. Là. Mais c'est pas la langue la plus... Le mot que tu dis veut dire quelque chose d'autre que celui que tu veux dire, puis là, ça part à rire, puis c'est bien correct. C'est reconnu comme une langue qui est beaucoup moins difficile à apprendre que d'autres. C'est pas la pire. C'est pas la pire langue, l'espagnol. Ça dépend jusqu'à quel point tu veux l'apprendre. Si tu vas en grande littérature, si tu vas dans des grandes œuvres littéraires, c'est autre chose. Ah oui, mais celui de la rue, même pas celui de la rue, celui de base, celui pour être capable de communiquer. L'espagnol, je veux dire une chose, tu essaies le mot en français, puis 6 fois sur 10, on va te changer la terminaison, puis c'est pas mal. Ils vont te comprendre. Okay. Mais là, les conjugaisons, c'est autre chose. La grammaire, c'est autre chose. Mais ça t'a pris combien de temps avant de te sentir vraiment chez toi, ou si c'est le cas? Par rapport à la langue? Oui. L'intégration et la langue? Bien, la langue elle-même, je ne dirais pas que je suis totalement fluide, mais tu vois, parallèlement à tout ce que je fais, je donne aussi des cours de français dans une école ici. Ah bon? Une commission scolaire. Commission scolaire, ça s'appelle l'école CECATI, c'est la commission scolaire du Mexique. Et le samedi matin, je donne des cours de français aux Mexicains. Et puis? Mais pour donner le cours de français, il faut que je le donne en espagnol. Okay. Alors là, c'est un échange. Mais y a-t-il un intérêt des jeunes Mexicains d'apprendre le français? Oui, j'ai une quinzaine d'élèves par session. On vient d'en terminer une là. On en recommence une autre au mois de mai. Et en septembre, on va donner des cours de français et des cours d'anglais aussi. Mais ça, c'est ma façon de redonner au suivant. Ce pays-là me donne tellement depuis que je suis ici que... OK. Je compte pas mes heures. Tu sais, Gilles, moi, je suis très occupé ici parce que je veux bien l'être très occupé. Les premiers 6 mois que j'étais ici, d'abord, on se lève tôt, le soleil se lève, ça commence à être beau quand il fait clair, alors on se lève à 6h, 6h30, on se prend un petit jus d'orange, tu sais, on va aller faire une petite course à pied, on revient 1 heure plus tard, il est rendu pas loin de 8h, il nous manque 3-4 trucs pour déjeuner, on va aller à l'épicerie chercher ce qu'il faut, on vient, on déjeune, il est rendu 10h, on va aller se baigner un petit peu dans l'eau, on revient... Puis là, ben, tu as déjà une bonne journée de fête, mais il est 10h30 le matin. Puis là, ça commence à faire psst. Tu sais, commence à pas boire de la bière toute la journée. Là. Mais non. Tu sais, à un moment donné, c'est bien beau, mais tu peux pas te tourner les pouces non plus. Il faut que tu t'occupes. Alors, le fait d'être occupé le samedi pour les cours, le fait d'être occupé sur semaine avec les nouvelles, puis un petit peu de piano le dimanche soir dans un resto, moi, ça me comble parce que tout ce que je fais, c'est des choses que j'aime. Alors, c'est jamais plate. C'est jamais « Ah non, il faut que j'aille travailler ». Au contraire, c'est « Wow, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui » ou « Qui va venir ce soir au resto » ou « Qu'est-ce qu'on va enseigner aujourd'hui » Ça va être quoi l'interaction avec les étudiants? Moi, je suis comblé là, à tous les niveaux. Au fil du temps, Carl, ça fait 5-6 ans, est-ce que tu penses, au moment où on se parle en 2025, que tu pourrais être là encore longtemps? Ah oui, moi, ma vie est ici maintenant.
OK. Totalement. T'es intégré, t'es bien. Tu t'es fait des amis, je présume? Oui, j'ai une blonde mexicaine aussi depuis déjà un bout de temps. Ça aide beaucoup pour apprendre l'immersion. Oui, les contacts aussi. Ça m'a fait gagner plusieurs années de... La vie communautaire avec quelqu'un qui est de là-bas, me dire une chose, c'est un accélérant. Bien, c'est parce que tu touches à la culture, là. Totalement. Tu es dans les familles, tu es dans la bouffe, tu es dans le cinéma, tu es dans les livres, tu es dans... Ben oui. Tout. Non, moi, ici, quand je vais quitter ici, ça va être pour aller voyager, puis je vais revenir ici. OK. Je ne comprends plus maintenant comment on peut partir une semaine quelque part. C'est court. Surtout aujourd'hui avec le prix des billets d'avion. J'arrête pas de dire aux gens, si vous allez en Europe, essayez d'être là 2-3 semaines, un mois. C'est le même prix, là, l'avion aller-retour. Ben oui. Moi, ce que j'ai envie de faire, puis j'ai une copine qui est tout à fait ouverte à ça parce qu'elle le faisait déjà, c'est d'aller vivre ailleurs 2 mois, par exemple. Aller en Grèce 2 mois, aller en Espagne 2 mois, aller en Argentine 2 mois, au Japon 2 mois. Louer un appartement à distance, puis s'arriver là-bas, puis s'installer. Une fois que tu es là, la nourriture, t'en achètes ici aussi, t'en achètes là-bas. Tu peux toujours contourner les dépenses. Frais de voyage. Tu peux toujours contourner ou détourner les dépenses très folles. Même quelqu'un qui va à Paris, moi, je dis aux gens, ça coûte cher. Un peu, là. Si vous allez dans une brasserie de midi, vous allez pour 20 €, vous avez un repas complet, là. C'est pas la fin du monde. C'est pas moins. C'est vraiment pas plus cher qu'ici pour certaines affaires. Il faut juste choisir ses batailles. Tu sais, si tu vas dans un grand restaurant étoilé et puis tu dépenses 300 € pour un souper, là, tu n'as plus d'argent pour le mois. Là. Dans mon cas, moi, c'est d'aller vivre ailleurs. C'est de vraiment toucher là, le rythme de vie de la place. Alors, on fait l'épicerie, là. On n'est pas dans les bistrots à tous les midis, même si c'est juste 20 €. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est la différence de voyager puis de vivre quelque part. Complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement le petit bistrot du coin. C'est qui va là à 3 h l'après-midi, me faire une couple de copines pour jaser, savoir ce qui se passe, peut-être être invité quelque part, peut-être, on va... Bon, bien sûr, un petit musée, bien sûr, un bon restaurant. Il reste qu'il y a un petit côté vacances à tout ça. Et ensuite, revenir à ma maison ici. Donc, chez vous, c'est le Mexique maintenant? Totalement. C'est bien. Moi, je me sens québécois, là, évidemment. Non, je comprends, mais est-ce que tu invites... Je fais les nouvelles. Moi, le jour où je suis au Québec, dans le sens où je suis dans mes nouvelles, je suis au Canada, je vois ce qui se passe, j'entends ce qui se passe, je fais la météo, alors j'annonce de la neige alors qu'il fait 23 degrés, 27 degrés, 32 degrés à côté. C'est tout un contraste, c'est un grand privilège, Gilles. Vraiment, chez moi, puis je la vis. Par alliance, je te dirais, parce qu'on se parle là, technologique, moi, je vis ce que je présume, parce que je peux pas dire que je sais ce que c'est, je l'ai pas vécu. Mais je voyage beaucoup, mais pas de cette façon-là, pour des raisons que je peux pas. Bon, aujourd'hui, peut-être que dans les prochaines années, ça va être un peu plus ça, mais est-ce que, oui, moi aussi, je me le souhaite, honnêtement, mais est-ce que les contacts que tu avais, la famille, les amis du Québec, c'est des gens qui viennent te voir ou t'as coupé certains liens avec le Québec? Ben, il y a des liens qui se coupent naturellement. Parce que la distance veut pas. Mais ils se coupent à Québec aussi, puis à Montréal. Exactement. On s'envoie un petit holà de temps en temps pour garder quand même quelque chose d'un peu vivant si jamais il y avait une occasion que ça reprenne. Mais il y en a qui sont venus me visiter. Je suis très, très heureux de ça. Puis, ils reviennent. Ils ne veulent pas partir ou ils reviennent. Maintenant, il y a des amis ici. J'ai mes enfants avec qui j'ai toujours une communication régulière. Là, par FaceTime, on est à côté de l'autre. J'ai mon père qui est toujours vivant, qui a 95 ans, avec qui je discute toutes les semaines. Il est bien content de voir ce qui se passe, puis il est toujours très, très alerte malgré son âge. Alors non, je me sens pas seul, pantoute, par rapport à les amis que j'avais avant. Ce n'est pas un deal breaker, encore là, excusez l'anglicisme. Au contraire, c'est qu'à un moment donné, quand on prend une décision comme ça, on prend aussi la décision qu'il y ait des risques que ça éloigne du style de vie qu'on avait avant et des gens qui entouraient ce style de vie. Les gens qui nous entendent vont se dire, tu n'as plus 22 ans, fait qu'est-ce que le côté santé, les coûts, tout ça pour le Mexique, est-ce que c'est intéressant, le service hospitalier? Encore là, le fait d'être résident nous donne accès aux services de santé qui sont d'une... comment je pourrais dire ça? C'est ça n'a rien à voir avec chez nous, là. C'est... En mieux ou en pire? En 100 fois mieux, j'ai. Mais voyons, compte-moi ça. Nous autres, on dépense 53 milliards par année, puis on n'en sort pas. On est embourbé encore. Je te donne un exemple. Vas-y. Je te donne un exemple.
Ça vaut la peine. Vraiment, la première année que je suis ici, je fais une mauvaise chute, je me casse une clavicule. Oh! OK, on ne parle pas d'un cancer, là. Mais Non, mais quand même, une ça fait mal, hein, d'après moi? Alors, je ne sais pas trop où aller. On me dit, commence par la Croix-Rouge. Je vais à la Croix-Rouge. On charge 3 $ pour la consultation. Une fois qu'on a fait la consultation, on me charge 15 $ pour une radiographie. Alors, je prends la radiographie, on constate une fracture. Là, on me dit, il va falloir que tu vois un spécialiste. Alors, j'ai le réflexe du Québec, je me dis, ça va prendre 2 mois, 3 mois, 6 mois, voir ce que je vais faire avec ma douleur. Il dit, non. Alors, il prend l'infirmier prend son téléphone, prend une photo de la radiographie, l'envoie au spécialiste. 2 heures après, le spécialiste est là avec le harnais, avec la médication. 2 heures après? Dans la même journée? 2 heures après. Là, je suis jaloux. Lui, ça a coûté 30 $ pour sa présence. Alors, grosso modo, ça n'a pas coûté 50 $ pour avoir là, tout le traitement au complet. Dans la même journée. Bon. Une autre fois, un accident, je passe à travers une porte vitrée, je m'ouvre un ligament d'un doigt de la main droite. Pour un pianiste, c'est le fun en maudit, j'ai un doigt qui ne marche plus. Encore là, Croix-Rouge, 3 $ pour la consultation. On me dit, il faut que tu ailles à l'hôpital. On m'envoie dans un taxi. 10 $ de taxi. Une demi-heure de taxi, 10 $ ici. Là. C'est encore là, c'est quand on dit que les prix, c'est bon. On dit, il faut qu'on vous opère. J'attends une demi-heure, là. On constate ce que j'ai, ça prend une opération. 10 minutes après, l'équipe est sur place, à côté de moi. On m'endort ou on me gèle la main. On travaille tout ça. La main est bandée. Je suis prêt à partir, à sortir de l'hôpital avec des médicaments, des antidouleurs, des choses comme ça. Ça a coûté un total à peu près 80 $. Et bâtisse. Alors ça, c'est quand tu payes. Quand tu payes. Si je ne paye pas, ça se peut que je me fasse opérer dans 1 semaine et demie. C'est pas la fin du monde, là. Non. Je veux dire, c'est mécanique, là, c'est une main. Là. J'ai précisé que ce n'était pas un cancer. Là. Ça, c'est autre chose. Les cliniques privées sont très efficaces. Ça coûte ce que ça coûte, mais c'est rapide, c'est immédiat. Le public, tu payes les médicaments. OK, je comprends. C'est à peu près tout. OK. Et c'est d'une efficacité, exemplaire. Et chez vous, ben oui, chez vous. Chez vous, tu peux dire chez vous, après 6 ans, tu as le droit. Puis en même temps, on ne se sent pas attaqué. Ceux qui nous entendent dans ce podcast-là, ils peuvent comprendre l'intérêt que tu as d'être là, je pense bien. Mais dis-moi, qu'est-ce qui... je me sens protégé. Oui, mais qu'est-ce qui t'étonne le plus dans la façon de vivre des Mexicains? Ben, c'est un peuple qui est fondamentalement heureux. Ils ont le bonheur facile? Bonheur facile? Oui, les salutations sont sincères, sont souriantes, l'aide. Et c'est un peuple qui ne se fâche jamais. Enfin, écoute, quand j'étais sur l'île où j'habitais, qu'il y avait tous ces restaurants-là qui étaient en lignée, il pouvait passer, je ne sais pas, une centaine de personnes par restaurant, grosso modo, 6 jours par semaine avec une journée de congé. Alors, tu peux mettre facilement 2000 personnes par jour, par restaurant, 4 à 5 jours par semaine, parce que ça ne marche pas toujours full tout le temps. Bon, on va dire peut-être là une quinzaine de 1000 personnes par mois facile qui passaient. Multiplie ça par 12 mois, multiplie ça par 6 mois. Mettons là, que j'ai vu passer peut-être 50-60 000 personnes, puis je ne fais pas les maths directs, là, mais c'est pour donner, à un moment donné, là, on va comprendre. Les Mexicains aiment la tequila, les Mexicains adorent la bière, ça boit, ça mange. J'ai jamais vu une engueulade. J'ai jamais vu 2 gars se pogner parce qu'ils sont en boisson. J'ai jamais vu des commentaires négligents qui ont mis quelqu'un inconfortable. Alors que chez nous, c'est pas long, là, que 2-3 bières, puis un petit dry gin à travers ça, puis ça part. Ça éclate facilement. Le tempérament des Mexicains, tu te pognes pas avec un Mexicain. Il se revire de bord, puis il s'en va. Donc, ça veut dire que quand on entend aux nouvelles qu'il y a des cartels mexicains où ça se tire, puis ça se tire auprès de Cancun, puis ça, mais on comprend que c'est des bandes criminalisées, là. Mais c'est pas le Mexique. En fait, ce que tu dis, c'est que c'est pas le Mexique, ça. C'est pas un Mexicain, ça. Non. N'oubliez pas que le Mexique, c'est quand même un pays qui est un pays du tiers-monde. Il y a 60 % de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté.
On oublie ça, hein? Parce que nous autres, c'est alors- comme le tout inclus, mais c'est autre chose que ça. Le Mexique, d'abord, c'est très vaste. C'est très grand. D'abord, c'est très grand. On a beau dire que ça rentre 5 fois dans le Canada, ça reste quand même un très grand pays. Eh oui. Il y a 40 de la population qui vivent à peu près au même rythme que nous, dans le sens où ils ont des bons salaires, ils ont des Classe maisons, moyenne, etc. oui, je comprends. Mais même ceux qui sont plus pauvres, ont les enfants à l'école en uniforme, ont un toit, ils se contentent d'avoir de la nourriture, puis ils t'entendent beaucoup grâce à Dios. Alors, ils sont pieux, Oui. ils sont très religieux. Pratiquant. C'est souvent le cas des pays latins, des pays plus pauvres. Il y a beaucoup de la religion est omniprésente. Mais ça les rend heureux. Puis, comme je te dis, c'est un peuple qui, d'abord, en partant, a encore la tradition souvent, même aujourd'hui, de la sieste l'après-midi. Donc, ce ne sont pas des personnes qui sont stressées. La mañana. Alors, avant de leur faire perdre les nerfs, là, alors que nous, on se réveille stressé. On est impatient, puis là, c'est pas long là, qu'on monte le ton. Tu vois, l'espèce de décalibrage ou le calibrage n'est pas du tout la même chose au nord qu'au sud. Ce qui m'avait C'est ce frappé, que j'ai remarqué. ce qui m'avait frappé de Québécois que j'avais rencontrés qui vivaient dans les îles ou au Mexique depuis longtemps, c'était leur façon de me dire le bonheur n'est pas défini de la même façon. Puis on m'avait raconté, par exemple, pour des jeunes, qu'un de leurs plaisirs, en fait, leur objectif, quand ils ont, mettons, 13-14 ans, c'est de réussir à avoir une moto pour pouvoir se déplacer. Puis après ça, quand ils ont une moto avec leurs amis, ils vont la prêter, ils vont embarquer leurs amis, tu sais, ils deviennent Ils embarquent 6 sur la moto. Oui, c'est ça. Bon, on le voit beaucoup dans les îles, les gens qui sont allés même... J'exagère pas, là. Oui, quand tu vas même en Asie, puis ça, c'est sur les îles, un peu partout, les motos, des fois, sont 6 dessus, la grand-mère, le chien, puis il y a une chaise en arrière sur un 49cc. Je suis sûr que tu as vu ça au Mexique aussi. Des fois, tu te dis, ils ont-tu pris 1h30 pour s'installer? Non, ils embarquent un de côté. Pas long. Le bébé d'un bras, les casques, la CNSST ferait de l'argent là-bas. Là, ça va, Puis souvent, pas de casque. La plupart du temps, pas de casque. Mais toi, Avec pas de casque. Oui, c'est ça. Le transport, tu fais quoi? Où t'es? Est-ce qu'il y a un transport public ou t'es plus en Moi, j'ai moto? une petite moto électrique. Ah oui? Une belle petite moto électrique qui fait 60 km/h. Quand même. J'ai 100 km d'autonomie. Wow. Parfait. Pas C'est-tu besoin bien de cher voiture. là-bas, ça, une moto électrique? Moi, j'ai acheté ça sur l'équivalent du Amazon mexicain qui s'appelle Mercado Libre. J'ai payé 600$. Tabarouette. OK, je comprends. Puis était-elle neuve? Non, pas Usagée un tout peu? à fait neuve. Là. Non, Ah, non. neuve, OK. Oui. 600$, tabarouette. Oui, il y en a. J'avais commencé avec une trottinette. Électrique? Oui, j'ai pris une coupe de débarque. J'ai dit non, c'est pas pour moi. Je me suis fait mal un peu. J'ai dit ça va faire. Fait que j'ai acheté une petite moto électrique qui vraiment me ravit. Là. Puis je suis dans le trafic avec ça, j'ai mon casque, puis je me débrouille. Je reviens sur la sécurité. On parlait des bandes criminalisées un peu partout dans le monde. Quand il y en a, même au Québec, on n'a pas de leçon à donner à personne. Les bandes criminalisées, ça reste des gens dont les règles sont douteuses. Mais puis c'est pas, ça fait pas, c'est pas. Non, puis en même temps, c'est pas le reflet de l'ensemble de la société, évidemment. Mais dis-moi, les expatriés, parce que dans le fond, tu en es un, mais toi, tu vis ta vie, mais souvent, une des grandes préoccupations, c'est la sécurité en général. Toi, tu n'as pas d'inquiétude là? Bien, je vis dans un quartier qui est tout proche du centre touristique numéro 1 de la ville de Mazatlan. C'est un peu sans prétention encore, je le dis souvent, mais c'est un peu le petit Outremont de Mazatlan avec l'immigration qui est au coin de la rue, quelques ambassades. Il y a souvent des gardes armés qui surveillent le quartier, puis soyez pas impressionnés, là, ils sont souriants et on les salue, ils ne sont pas du tout intimidants. Alors, dans ce cas-ci, il n'y a pas vraiment de danger. Maintenant, Mazatlan est une ville dont le tourisme est la deuxième raison économique. Il vient 7 à 8 bateaux de croisière par semaine ici. Là. Oh, OK. Les gros bateaux de Princess Cruise, etc. Là. Alors, ils débarquent facilement 30-40 000 personnes qui envahissent la ville pour goûter le fruit, les fruits de la ville, le plaisir d'être ici. Ouais. Alors, il y a de la sécurité, mais en masse. OK, Bien je sûr comprends. qu'on entend parler à l'occasion qu'il y a eu un meurtre pas dans une colonia pas loin d'ici. Ou bien Ou des que pickpockets, quelqu'un mais il y en a s'est partout, fait là. enlever, mais pas plus qu'ailleurs. OK. Pas plus qu'ailleurs, mais peut-être même moins qu'ailleurs. Carl, qu'est-ce qui ferait que tu déciderais de revenir au Québec? Tu dis, je ne reviendrai pas, mais qu'est-ce qui t'amènerait à faire ça? As-tu déjà pensé à ça?
Non, mais tu me le fais penser. On va essayer de trouver quelque chose. Ça va être difficile. Non, mais je vais te donner un exemple. Peux-tu donner un exemple dans ma famille? Dans ma famille, je te donne un exemple. Ça aurait sûrement à voir avec l'état de santé de quelqu'un de proche. Peut-être, mais je te donne un exemple. C'est la seule chose pour traverser ce moment-là, mais pour revenir au plus vite, sûrement. Là. Mais Carl, mon frère vit en Allemagne et il est là depuis 45 ans. Il me disait, la seule chose qu'il ramènerait, puis il a gardé pour ses enfants et lui, ils ont le passeport allemand et canadien. Il dit, nous, on reviendrait au Canada uniquement s'il y avait une menace de guerre en Europe ou des troubles internes majeurs. Probablement que c'est pareil pour toi. S'il y avait, si ça se mettait la guerre civile, d'après moi, tu resterais pas... Ce n'est plus vivable, ce n'est plus vivable. Ben non, c'est ça, pour n'importe qui. Les conditions sont gagnantes depuis que je suis ici. À l'horizon, on ne voit pas que ça risque de changer, même si le cartel a été un petit peu plus actif dans la région depuis à peu près 1 an. C'est surtout du côté de Culiacán, à l'autre extrémité de l'État du Sinaloa, où ça se joue, la capitale du Sinaloa. On a eu un très, très bon reportage de Félix Séguin dernièrement qui décrit exactement comment ça se passe. J'ai été surpris et agréablement surpris de voir la constance de ce reportage-là. Mais c'est pas ici que ça se passe, et ça se passe beaucoup dans les montagnes. Ils sont cachés là. La Sierra Madre est un refuge à la hauteur de Culiacán pour les différentes gangs qui se battent là, pour avoir le contrôle. On n'est pas tant influencé par ça, même si depuis quelque temps, je dirais, depuis 6 ans, là, dans les 6 derniers mois, presque 1 an, les gens font un petit peu plus attention, mais ce n'est pas rien d'omniprésent. Ça n'empêche pas les gens de venir. La preuve, c'est que les bateaux de croisière viennent. Ouais. Quand il y a eu beaucoup de violence, il y a à peu près une dizaine d'années, 8 ans, les bateaux de croisière ne venaient plus. Alors, le gouverneur du Sinaloa a dû prendre des dispositions pour resécuriser la ville, pour reconvaincre les bateaux de revenir. Et les bateaux viennent continuellement. Alors, ça, c'est un bon signe que la violence n'est pas une menace pour quiconque, et pas pour nous qui vivons ici non plus. Dis-moi, quelqu'un qui nous entend, qui est un Québécois, qui dit, moi, je ferais comme lui et j'aimerais ça aller vivre au Mexique. Qu'est-ce que tu donnerais comme premier conseil que tu aurais peut-être aimé avoir avant même de le vivre en live, comme disent nos jeunes? Arrêtez d'avoir peur d'avoir peur. C'est ça, hein? C'est souvent le frein, parce que des fois, tu vas entendre, je suis certain que tu l'as entendu de Québécois ou d'amis. Ah, t'es chanceux, tout ça, mais t'as pris des risques pareils, là. Bien, parce que, Gilles, à un moment donné, tu te dis, il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont fait. Ah oui. Et puis, ça a marché. Puis, je te garantis que tous ceux qui l'ont fait, là, ben, il est arrivé des trucs par la chance. Il est arrivé des moments où c'était le bon moment, puis il n'aurait jamais pensé ça. À un moment donné, ça se place. Évidemment que ça... Moi, dans mon cas, c'est la pandémie. Je n'avais pas prévu ça comme tel. Mais quand tu as le temps de te préparer, tu ne fais pas ça du jour au lendemain. D'abord, si tu le fais totalement, tu vends tes choses. Ou encore, avant, tu vas faire un tour, justement, un 6 mois, le temps de ton visa, pour voir si tu adoptes la place. Et ensuite, tu organises tes flûtes. Un ami qui est en train de le faire, justement. Et là, ben, dépendamment de comment tu t'es organisé financièrement, ben, ça peut te fournir une raison de plus de partir sans inquiétude. Si tu as l'intention de t'en venir travailler ici ou te dire que tu vas trouver quelque chose en ligne, commence à regarder ça maintenant. Mais arrête d'avoir peur. Si c'est quelque chose que tu as besoin de vivre, moi, c'est de la mer, c'est important. J'avais besoin d'être proche de la mer. C'est ça qui m'a attiré ici, qui m'avait attiré à Cuba dans ma première décision. Regarde, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Hein? Carl, l'impression que j'ai quand on parle du Mexique, ou on voit des images du Mexique, c'est que la population est jeune. Tu sais, au Québec, nous autres, on est vieillissants, on le sait. On ne fait plus de bébés, on ne fait plus rien. L'immigration nous amène un peu de jeunesse. D'ailleurs, la moyenne d'âge a baissé parce que l'immigration est là. Mais là-bas, au Mexique, comme ils sont pieux, qui sont religieux, qui sont pratiquants, les familles assez grosses, ils doivent en avoir encore. Est-ce que je rêve ou ça nous donne l'impression d'une jeunesse qui est active? Bien, ça dépend. Ça dépend où? De quel point de vue on parle de jeunesse? C'est-à-dire qu'ils vieillissent bien physiquement. En général, il y en aura toujours quelques-uns au dos rond puis qui vont avoir le look vieillard. C'est normal comme partout. Mais en général, le Mexicain, il est droit. Ouais. Il est fait carré. Il n'est pas grand. Fort. Il n'est pas grand. Ouais.
Puis il travaille fort. Il a été travaillant toute sa vie, donc il est motivé. C'est encore là, c'est relatif parce que on va revenir finir ça demain, M. Collin. Mais demain, ça ne veut pas dire demain comme pour nous autres. Là. Non. Ça peut vouloir dire dans 3-4 jours. Alors, mais ouais, la jeunesse est en train de changer bien des choses. Est beaucoup plus attirée par apprendre l'anglais. Tu me parlais tout à l'heure, y a-t-il des gens qui sont attirés d'apprendre le français? Pas tant que ça, Gilles. Il y en aura toujours assez pour donner un ou 2 cours par année. Je comprends. Mais ils n'ont pas besoin de parler français. Ils n'ont pas besoin. C'est vraiment, ceux qui viennent, ce sont des gens qui le font par culture personnelle pour apprendre une 3e langue. Ils parlent déjà un petit peu anglais. Mais l'anglais, là, ils ont le goût de l'apprendre. Et puis, ils ont aussi des idées internationales, l'ouverture des marchés. Ça affecte beaucoup les 30 ans et moins. Ça les stimule, c'est-à-dire les 30 ans et moins. Et oui, il y a un changement qui se fait à ce niveau-là. Ça, c'est clair, net et précis. Quand tu parles avec des gens de 30 ans, les discussions sont totalement différentes qu'avec les gens de 50 ans et plus. C'est ça. Et il ne voit pas l'avenir de la même façon. Quelqu'un qui nous entend, qui veut communiquer avec toi, tu as un site à toi ou on va au site des nouvelles? Le site de radio, c'est facile. C'est le réseau d'information CNR. Alors, réseau CNR, les 3 lettres, .com. Et là-dessus, il y a un chat message. Ça se trouve très vite sur Google. Le réseau, c'est sur le site de radio, gênez-vous pas. Ben oui, absolument. Et puis, on peut chatter, on peut écrire. Donc, si ça vous tente de le faire, gênez-vous pas. Effectivement. Ah oui, ça va me faire plaisir. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui m'ont souvent écrit pour savoir comment ça marche, ça, comment ça fonctionne dans ce cas-ci. Quand est-ce que tu portes ton agence, là, un autre sideline, une petite agence de voyage? Je commence à être occupé pour mal. Merci beaucoup, Carl Collin. Salut. Ça me fait extrêmement plaisir, Gilles. Salut, au revoir. Salut.